François Glaise, Virginie Furcat-Chastain, Arlette Blanc, Christine Bignon, procuration Jean-Jacques Ramade, Joël Louman, Joël Sourmiac, Régis Berger, Martine Mercadal, Annie Hilaire, Catherine Pradel, procuration Arlette Blanc, Muriel Gourdou, Ludovic Andrieux, Jean-Marc Bouvier, Christophe Colombiès présent, Julien Sidobre, Muriel Pinault, Thomas Bonafous, Nicole Marquier, Émilie Faure, Jean-Luc Gaxieux et Alexandra Mazascandey, procuration Nicole Marquier. Merci Christophe. Je propose à votre approbation le PV de la séance du 18 juillet. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur le PV du 18 juillet? Pas de remarques? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 1. Alors, on va attaquer la partie RH. Il s'agit de la modification du régime indemnitaire de la police municipale. Virginie. Cette délibération nous est imposée parce qu'il y a eu en juin 2024 un décret qui modifie le régime indemnitaire actuel de la police municipale. Donc, si on ne fait rien, et bien en janvier 2025, il se passera rien sur leur bulletin de salaire. Donc, les modifications seront les suivantes, mais à vrai dire, c'est très peu de modifications, c'est surtout un changement de libellé. Et aucun changement, on a besoin de ne pas changer les montants d'attribution des primes fixes et variables. Simplement, tout est renommé. À savoir, donc, actuellement, il y a 2 primes dans le régime indemnitaire de la police municipale, l'IAT et l'ISF. Ces 2 primes, donc, sont remplacées au 1er janvier 2025 par l'ISFE. Cette ISFE se décompose en 2 parties, une partie fixe et une partie variable. La particularité, quand même, pour l'application de ce décret, c'est la partie variable, la nouvelle partie variable, donc, de 2025. En principe, on devrait la verser annuellement et au moins 50% de son montant annuellement. Donc, nous avons, il y a possibilité dans la loi d'avoir une dérogation. Donc, afin de maintenir à notre police municipale les mêmes avantages indemnitaires, il a été décidé que ce soit versé mensuellement comme avant. Voilà. Après, rien de, je vous passe les montants. Vous avez dans la note de synthèse. Si vous avez des questions, pour moi, il est primordial de passer ce point rapidement. Des questions ou des remarques par rapport à cette proposition de mise en place du décret qui vient d'être nouveau décret sur la police municipale? Bon, vous avez bien compris l'idée, Virginie l'a bien expliqué, c'est qu'il n'y ait pas de perte de salaire pour les agents de la police municipale. Oui, parce qu'on avait le choix. Oui. Ouais. En fait, les taux affichés sont des taux plafonnés. Je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Virginie. Alors, le tableau des effectifs, on suit depuis quelques mois, même plus d'un an.
Donc, il y a eu une délibération en mars ou avril 2023 concernant une modification du tableau des effectifs qu'on vous avait présenté. Et on a délibéré sur le sujet, si ce n'est que les volumes horaires n'étaient pas bons. Bon, on a un outil informatique aussi, on n'appuie pas sur le bouton et tout sort d'un coup, pas du tout. Donc, il y a eu un travail énorme qui a été fait et aujourd'hui, on va avoir un tableau des effectifs à jour de ceux de la situation actuelle. Donc, les modifications du tableau portent sur 3 grands axes. Le pôle enfance jeunesse. Ensuite, l'adaptation de certains postes et certains calibrages de postes. Et bien entendu, fermer des postes inutilisés. Voilà. Donc, pour l'organisation du pôle enfance jeunesse, alors, avant toute chose, je tiens particulièrement à remercier la responsable du pôle enfance jeunesse, c'est là où il y a le plus d'effectifs quand même, avec des temps non comptés. Donc, pour calculer les quotités, quand on n'a pas toutes les informations, et elle venait d'arriver, c'était pas évident. Donc, je tiens à la féliciter et à la remercier grandement du travail qu'elle a accompli avec ses amis. Donc, au niveau du pôle enfance jeunesse, il y a création de postes d'animation pour respecter le taux d'encadrement imposé par la CAP. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a mise en place 3 jours par semaine. Sur 3 jours par semaine, on a 2 nouveautés. Premièrement, il a été décidé d'augmenter donc un peu le temps de travail de 15 minutes et d'assurer la passation entre le scolaire et le périscolaire. Voilà, pour la continuité, pour les échanges d'informations. Deuxième point, c'est pour l'école élémentaire et maternelle, la mise en place de 30 minutes, donc du temps supplémentaire, pour préparer l'ensemble des activités pour les enfants. Et ensuite, il a été mis en place tous les soirs un temps de coordination avec l'enseignant. Ça n'existait pas, c'était fait au coin de la porte, rapidement, enfin voilà. Bon. Donc là, c'est acté. Effectivement, ça augmente un petit peu le volume horaire des agents, mais c'est nécessaire. Ensuite, on a décidé d'intégrer la culture sur le temps scolaire et périscolaire par la relance de la bibliothèque maternelle et ensuite de stabiliser la bibliothèque élémentaire. Le troisième ou quatrième point, on a décidé de pérenniser le temps pour le CNJ. Et ensuite, on a augmenté le temps du centre de loisirs 11-17 ans pour permettre de pérenniser un séjour supplémentaire. Alors, vous allez me dire, tout ça, comment on va le financer? On a un budget ric et rac. Mais on va le financer, je vais vous expliquer comment. Premièrement, c'est financé par des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Ça, c'est la première action. Deuxièmement, et c'est là où la deuxième action, c'est là où Marina a fait un travail très important, c'est la diminution. On va essayer de diminuer les recours au CDD. Il y en aura, mais ils seront beaucoup plus longs. Et de proposer des stagiairisations avec des volumes d'heures plus importants. Donc, pour les agents, ils auront une meilleure visibilité de leur temps de travail, donc de leur porte-monnaie aussi. Donc voilà comment on l'a financé, comment on finance tout ce changement. Ensuite, adapter certains postes. Donc effectivement, certains postes sont modifiés.
sont modifiés au niveau de leur appellation, au niveau de leur numérotation. Bon, vous avez vu, il y a plein de pages, c'est juste assez rébarbatif à lire. Si vous voulez plus d'explications, des questions, mais je m'adresserai sûrement au DGS parce que il connaît ça par cœur, il a fait la note de synthèse. Et par contre, adapter certains postes, il y a quand même un point important, c'est le poste de chef de projet PDV qui est prolongé jusqu'en 2027. Tout passerait à temps complet. Voilà. Et ensuite, le troisième point, donc on a dit fermeture de certains postes. Donc ça concerne les disponibilités, les départs non remplacés. Donc bon, là vous avez la liste et des informations, je pourrais y répondre. Mais il n'y a rien de transcendant sur le sujet. À vrai dire, on met tout à jour, on met tout à plat, c'est lisible. Bien sûr, tout ça a été validé en CST à l'unanimité. D'ailleurs, je remercie les représentants du personnel pour toutes les réunions qu'on a fait, pour leur écoute et leur engagement. Et voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais on aura quelque chose de propre et de mise à jour. Merci Virginie pour cette présentation très très claire. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous a été annoncé? Des précisions complémentaires sur les documents que vous avez eus? Question, Madame le maire, sur l'explication de Mme Furcat. En séance publique, il n'a pas été mentionné le fait d'économiser un peu d'heures sur oui, session. Tout à fait, vous ne l'avez pas mentionné. Donc, oui, c'est vrai. Ah oui. Merci, Monsieur Garcieux. Effectivement, le financement aussi, et par une diminution importante des heures de ménage dans nos locaux. Alors, tout ce qui accueille de biens publics, le ménage reste à la même cadence. Par contre, toutes les salles que l'on prête, le ménage est réduit et on a demandé aux associations de laisser la salle propre quand ils partent de leur activité. Merci beaucoup. Rassurez-moi, c'était dans la note de synthèse que vous aviez mis. D'accord. D'autres remarques? Je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, toujours la partie RH, il s'agit de la mise en place de la PSC, la protection sociale complémentaire. Donc la protection sociale complémentaire, il y a deux grands axes, la santé et la prévoyance. Donc la santé, remboursement de frais de soins, prévoyance, l'incapacité de travail, l'invalidité, le décès. La loi, aujourd'hui, on va proposer un contrat de groupe qui a été négocié avec le centre de gestion 31. La loi nous impose de faire un financement, et on est un contrat de groupe, à hauteur de 7 € pour la prévoyance et pour la mutuelle à 15 €. C'est des montants minimums. Après discussion de plusieurs heures avec les représentants du personnel, il a été décidé de mettre un axe, et c'est leur choix et on l'a accepté, sur la santé. C'est pas parce qu'on va augmenter les 15 €. Alors comment on augmente? À vrai dire, aujourd'hui, c'est un montant fixe, 7 et 15, et ça ne bouge pas. Sauf décret qui changera ce montant. Et on n'était pas pour ça. On souhaitait que cette participation de la mairie augmente tous les ans. Donc, on va l'asseoir sur le plafond de sécurité sociale.
le plafond de sécurité sociale augmente tous les ans. Donc, tous les ans, la contribution de la mairie augmentera. C'est pas des augmentations faramineuses, le plafond. Donc, voilà. Et donc, après avoir travaillé longtemps, on a trouvé un accord sur les pourcentages de financement de la santé et de la prévoyance. Alors, pour la prévoyance, on financera donc l'assiette, c'est le plafond de sécurité sociale. Le pourcentage, c'est 0,176%. Pour la mutuelle, on financera la même assiette sur un pourcentage de 0,725, ce qui porterait, on n'a pas le plafond de 2025, puisque c'est la mise en œuvre en 2025, un financement de la santé avec 8 euros. Donc c'est plus que pratiquement la moitié. C'est pas le double. Voilà. Mais ça a été en concertation et ça a été les représentants du personnel qui ont voulu mettre l'accent sur la santé. Ça a été voté à l'unanimité cet après-midi. Maintenant, on va voir les personnes qui y souscrivent. On passe les deux en même temps parce qu'on aimerait mettre la santé et la prévoyance, le mettre en œuvre au 1er janvier 2025 pour les deux couvertures. Voilà. Est-ce que vous... Sachant que pour la santé, on est en avance puisque la loi l'impose que pour 2026. Hein. Mais à IEC, on préfère mettre les deux couvertures en même temps. Pas de remarques? Je le soumets à votre vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Le dernier point RH, mais pas le dernier point du conseil municipal, c'est l'approbation du règlement intérieur et du temps de travail. Virginie. Bon. Faire simple, on a fait un toilettage et surtout une mise à jour du règlement intérieur qui n'avait pas été touché depuis des années. On l'a adapté à la législation et on a rajouté quelques points importants aujourd'hui par le CST, validé par le CST. Donc, il y a un petit pavé sur l'intégration des horaires variables. Pourquoi intégration des horaires variables? C'est parce que il y a une demande des agents, si je ne me trompe pas, de passer sur des horaires variables au niveau administratif. Donc, c'est une souplesse de travail. Donc, on le met, on ne retouchera pas le règlement intérieur, il y a la phrase qui va bien, et ensuite, après, ça se négociera avec Madame le maire. Ensuite, l'actualisation des autorisations spéciales d'absence. Donc ça a été actualisé, mis à jour. Il y a une nouveauté qui a été décidée cet après-midi en CST. C'est dans les autorisations d'absence, va se retrouver donc un jour accordé à l'agent pour le déménagement. Donc les représentants du personnel ont fait la demande cet après-midi, il y a eu des échanges et Madame le maire a dit que c'était qu'on restait un jour par an. Et ça a été voté à l'unanimité. Oui, comme tout ce qu'on a proposé depuis le début. Ensuite, il y a eu un meilleur cadrage des obligations de repos compensateur, c'est-à-dire aussi de respecter le temps de 11 heures consécutives de repos, surtout pour le personnel qui est en astreinte. Donc voilà. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, l'intégration de la nouvelle réglementation dans le document et la création d'un petit paragraphe sur la procédure d'alerte, comment on alerte, qui on alerte, et bien entendu le plus rapidement possible. Merci Virginie. Moi, je voudrais remercier quand même le travail que tu as fait avec les représentants du personnel, avec le directeur des services, en créant des groupes de travail et ça depuis un peu plus d'1 an.
pour aboutir à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc c'est un gros travail et je voulais au nom de tous les élus te remercier et vous remercier. Merci. Mais ça n'aurait pas pu être fait si les représentants du personnel n'étaient pas à l'écoute et dans le dialogue social. Voilà. Eux aussi, on peut les remercier. Exactement. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce qui vient de vous être présenté? Je trouve très sage. Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Allez, on va changer de délégation. Les modifications tarifaires. Thomas? Merci Valérie. Donc, effectivement, on vous propose ce soir des modifications dans les tarifs municipaux qui concernent la piscine. Donc, on vous a remis l'ensemble des tarifs municipaux dans le document. Bien évidemment, il y en a pas autant qui sont modifiés, là, il y en a assez peu. Donc, concernant la piscine, il existait déjà un tarif réduit, notamment pour les jeunes de 6 à 16 ans. On propose d'intégrer dans ces tarifs spéciaux les étudiants de moins de 25 ans et les personnes en situation de handicap, pour lesquels il n'était pas prévu de tarif réduit. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il vous est proposé de mettre à disposition au maître nageur à titre gratuit au bénéfice du collège sur la section secourisme. Il nous a semblé important sur cette section-là secourisme, dans le cadre de l'intérêt général, de mettre à disposition à titre gratuit un MNS et uniquement sur cette section-là. C'est pas après entre dans le cadre normal des tarifs, mais sur cette section secourisme, vous savez que c'est important. Ça permet de faire le lien derrière avec l'obtention du BNSSA qui est fait par le cercle des nageurs. Donc ça permet d'avoir une continuité. Et il nous semblait que c'était important de faire ce geste auprès du collège. Merci Thomas. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est le complément de subvention aux associations et on va vous expliquer tout ça. Alors, il y a deux choses dans le document qu'on va vous proposer. Première chose, ça concerne la MJC. Donc, on a été sollicité par la MJC qui a souhaité un accompagnement financier pour mener à bien des projets cette année. Donc, je souhaite remercier nos financiers qui ont trouvé effectivement 4 000 €. C'est pas facile en cours d'année de trouver une telle somme. Fin d'année, encore plus fin d'année. Donc, c'est pas facile, mais voilà, les financiers ont réussi à trouver cette somme. Donc, ça permettrait effectivement derrière à la MJC de mener des projets, des chouettes projets à mener. Ils nous ont expliqué. Donc, on rentre dans le détail, vous verrez ce qu'ils proposent. Et donc, au-delà de ces 4 000 € qui concernent la MJC, concernant ensuite pétanque, triathlon et handball, donc, nous avions, sur le budget qui avait été alloué aux subventions associatives, nous avions gardé un petit pas de laine de 1 500 €, 480 € pour être précis, pour me permettre, en cours d'année, de pouvoir répondre à des demandes ponctuelles, et ça permettait effectivement de corriger ou de rajouter certaines subventions en cours d'année. Donc, on y est, c'est le cas. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'accompagner financièrement le club de pétanque à hauteur de 240 € à une subvention projet. L'association du triathlon a une subvention de transport à hauteur de 400 €. Donc, ça, c'est des demandes qui ont été faites par les associations. Et on a souhaité également, donc ça a été travaillé bien évidemment en commission sport, on a souhaité également, au-delà de répondre à certaines demandes, valoriser et mettre en avant financièrement une association particulière cette année, en 2024, c'est le handball. Donc dans les discussions lors de cette commission, le
monde du handball est assez vite sorti assez naturellement, parce que c'est vrai que le handball est en train de monter en grade et en gamme sur Villefranche, donc 350 licenciés qui sont en train de se professionnaliser. Ils ont aujourd'hui un salarié à temps plein, ils font des stages, et puis derrière, on voit que ça fonctionne en plus. L'équipe masculine senior qui est montée à 2 ans, qui a failli encore remonter cette année. On a les filles seniors et les plus jeunes qui ont fait des finales régionales. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que derrière cette professionnalisation de l'association, derrière il y a les résultats qui touchent les garçons, les filles, les seniors, les plus jeunes. Donc c'est une association qui fonctionne bien, très bien même. On n'a aucun souci avec eux, ça c'est quand même à signaler, ça se passe très 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 bien. Et donc voilà, on souhaiterait les accompagner financièrement pour qu'ils continuent à grandir. Donc voilà l'objet de cette subvention de fonctionnement de 840 €. Merci Thomas pour cette présentation. Si je peux rajouter un grain de sel par rapport aux 4 000 € de la MJC, il y a quand même quelque chose qui a été compliqué pour eux cette année, c'est que leur fête de fin d'année, leur gala de fin d'année a été gênée par la décision de notre président de créer des élections législatives. Ce qui fait que nous avons là le qui a été bloqué et qu'ils ont dû faire leur spectacle en 2 temps, sans pouvoir faire payer comme ils le faisaient les années précédentes, et ils ont eu un manque à gagner énorme. Donc, sans dire que c'est de notre faute, mais en tout cas, nous, on s'est senti un peu coupables de ne pas avoir à leur prêter cette grande halle du fait d'une décision unilatérale. Voilà. Donc, ça a penché sur la balance, effectivement, sur les besoins qu'ils avaient, et ensuite sur les projets dont tu as parlé, dont tu as survolé Thomas, mais je ne vais pas en dire plus. Et donc voilà, je voulais quand même rajouter ça parce que ça me semble important. Ce gala de la MJC, c'est un gala sous la halle qui réunit un nombre très important de personnes, je crois plus de 400 personnes, même 500 personnes. Et là, ils n'ont pas pu le faire, même s'ils ont mis des petites urnes à l'entrée et qu'on sait que beaucoup ont été généreux. Ça n'a pas suffi et ça n'a pas comblé, en tout cas, l'argent qu'ils ont dépensé pour ce gala et par rapport à l'année précédente, ils ont eu tout juste la moitié. Hein. Donc, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc, ça a fait pencher la balance. Ouais. Je voulais juste compléter ça parce qu'après, ça a été très complet. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, on peut essayer d'y répondre. S'il n'y en a pas, je le soumets à votre vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la délégation de pouvoir au maire pour les ventes aux enchères. Alors, effectivement, les services ont parfois besoin de vendre certains matériels qu'ils n'utilisent plus. Et le principe, c'est que ces ventes sont réalisées aux enchères par le biais du site Agora. Donc, c'est un site qu'utilise beaucoup la fonction publique territoriale. Donc, pour faciliter cette démarche, il est proposé que vous puissiez me déléguer le pouvoir de gérer ces ventes aux enchères lorsqu'il y en a besoin et qu'on n'ait pas à attendre le conseil municipal qui suit pour pouvoir le présenter. En fait, c'est un gain de temps. Et vous aurez le retour, de toute façon, lors du conseil municipal qui va suivre. Et on vous propose du coup de me donner le pouvoir de gérer ces ventes dans la limite de 4 600 €.
vous avez des questions. Là, il se trouve que justement, on a un frigo au pôle jeunesse qui va être vendu par ce biais-là. Du coup, on a dû attendre le conseil municipal pour pouvoir en délibérer. Et on pourrait aller beaucoup plus vite. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette délibération? C'est très simple. OK. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est l'attribution du marché génie climatique. C'est à quoi? Donc, le marché génie climatique, c'est l'entretien et la réparation des climatisations et des chaudières de la commune, notamment les écoles, la piscine et la mairie, les bureaux administratifs. C'est là où on a le plus besoin. Donc, l'attribution du marché arrive à son terme là en septembre, il faut le renouveler. Et donc, les services ont analysé les offres. Nous avons eu une commission d'appel d'offres juste avant le conseil municipal. Il vous est proposé de choisir la société Diasclean qui arrive avec 100 points en numéro 1, qui est la proposition la mieux disante de ce marché. Donc, Jean-Jacques, peut-être je te laisse continuer. Oui, cette analyse s'est faite parce qu'on avait une interrogation sur le prix qui était de moitié prix. Donc, on avait lancé un marché de 30 000 euros et on s'est retrouvé, bien sûr, avec 3 entreprises qui ont répondu. Nous avions sur la commune de Villefranche l'entreprise à Véterne qui nous faisait l'entretien et les réparations. Aujourd'hui, Diasclean, qui était à moitié de prix, nous avons pris quand même des renseignements parce que l'interrogation, c'est pourquoi il s'est moitié de prix et pour connaître cette entreprise. Et on s'est renseigné, en définitive, cette entreprise travaille pour la communauté de communes de Terre de Lauragais, tout en sachant qu'elle entretient des crèches de Terre de Lauragais qui sont aussi dans un état, des fois, un peu comme un mouvement Villefranche sur nos bâtiments. Et après vérification, ils nous ont dit qu'ils étaient enchantés, que c'était une entreprise qui tenait leur route et aussi qu'on pouvait faire confiance. Donc c'est pour ça que cette interrogation du prix nous a laissé un peu dans le dire qu'est-ce que cette entreprise fait. Aujourd'hui, nous savons que c'est une entreprise qui a des bonnes références et c'est pour ça que en commission CAO, là, tout à l'heure, en commission d'appel d'offres, nous avons choisi cette entreprise. Voilà. Merci Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Validé à l'unanimité par la CAO quand même, hein, juste avant. Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Allez, on change de délégation. Complément à la rétrocession du lotissement des Jardins du Moulin. Délibération que nous avions passée en février. Guy? Oui, il y a une délibération qui a été passée en février 2024. Ce qu'il y a dans cette délibération, il manquait 2 parcelles. Donc, cette délibération, la nouvelle, c'est un complément de la première. C'est pour associer les 2 dernières parcelles. La A2024, 2024. Donc, là, c'est au niveau de la rue des Jonquilles. Tout à fait en haut. La moitié de la rue du Jonquille jusqu'en haut, et puis une petite impasse, c'est la A 2026. Donc c'est pour rajouter les 2 morceaux de voirie à la dernière concession. Voilà. Merci Guy. Bon, c'est un loupé de notre part. Il a été oublié 2 parcelles, hein, donc il faut les rajouter. C'est à titre gracieux. Oui, oui. La mairie ne paye rien. Est-ce que vous avez besoin de plus de précision? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour?
Je vous remercie. La dernière délibération, le complément au PADD de la commune, plan d'aménagement et de développement durable. Dites. Alors, c'est aussi un complément. Donc, il faut savoir que suite aux observations des personnes publiques associées, donc c'est la DDT, la Chambre d'agriculture, le PETR, le SCOT, certains documents doivent être complétés pour être en phase avec la réglementation. Alors, à ce sujet, vous avez reçu un document avec les modifications qui sont portées en rouge. Et je vais vous présenter les différents points importants pour en débattre, si vous le souhaitez. Alors, le point important, c'est la densité moyenne de consommation d'espace qui va passer de 25 logements à 30 logements. Il faut savoir que ça, c'est imposé par le SCOT Lauragais, parce que Villefranche est une ville folle. Alors, pour l'atteindre, il va être mis en place une OAP, et une orientation d'aménagement et de programmation sur le centre de la ville, sur le périmètre qui correspond à Bourg-Centre et à PVD, afin de densifier le centre-bourg et les dents creuses. Alors, il faut savoir que rue de la République, les bâtiments pourront atteindre 3 étages au niveau du niveau actuel, pratiquement, en alignement. Et au niveau des autres rues, ce sera 2 étages, comme actuellement. Alors cela va favoriser la réhabilitation des logements anciens et ensuite le renouvellement de certains. Bon, il faut savoir que certains logements ont été rénovés. Avenue Sarail. En face de la halle, il y a un logement qui était fermé depuis X années qui vient d'être rénové. Ensuite, il y aura aussi le projet du 127. L'hôtel de France à venir. Et puis en face du Crédit Agricole, le bâtiment qui appartient à l'Anta. Donc ça, c'est les principaux. Il risque d'en avoir d'autres dans d'autres rues. À voir. Le résultat de ces opérations-là est d'obtenir 50% de logements en densification, pour environ 340 logements, et 50% en extension, et ça a été fait pour diminuer la consommation d'espace, ce que demandait la DDT. Donc là aussi, environ 340 logements en extension. Alors, pour cela, je vais vous parler des surfaces qui vont être utilisées. Alors, on se base sur les quantités qui ont été utilisées entre 2011 et 2020. Au niveau de l'habitat, il avait été utilisé durant cette période 21 hectares. Et avec la loi résilience climat, on doit utiliser que la moitié. Donc, nous, on a prévu d'utiliser 13 hectares 5, à savoir qu'on prend une durée de 2022 à 2035, donc 3 ans de plus. Donc, ça correspond à 50%. Au niveau de l'économie, il avait été utilisé 12,7 hectares, donc pareil, c'est 50%. Et en accord avec Terre du Lauragais, il leur sera accordé 8 hectares. Et ensuite, au niveau des équipements publics, 8,6 hectares. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, il devait y avoir le lycée qui a été pris en compte. Et nous, on prévoit 1 hectare 65. À savoir que dans cette partie-là, il y a aussi les jardins familiaux, en totalité, plus certains équipements publics qui peuvent être réalisés. Et au total, 2010, 2011, 2020, 42 hectares, 2022, 2035, donc ça fait 13 ans à peu près, 23 hectares, ce qui équivaut à 50% qui correspond à la loi actuelle climat et résilience. Donc ça, c'est les différents points importants. Pour le reste, vous l'avez dans le détail du PADD. Alors, il faut savoir aussi que l'OAP du centre-ville, ça va favoriser la convivialité autour des espaces publics. Il y aura aussi ce qui est prévu
dans PVD, c'est la végétalisation d'espace, ainsi que le développement des mobilités douces. Une étude est en cours à l'heure actuelle. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Guy pour cette présentation. Après, vous avez le détail dans la note de synthèse, hein, mais c'était si vous aviez besoin de précisions complémentaires, sachant que c'était pas forcément ce qu'on souhaitait préconiser nous au départ, mais on a été rattrapé par la patrouille et du coup, on doit changer nos chiffres. Donc, effectivement, du 25 logements hectares, on passe à 30 logements hectares. Mais en se concentrant sur en partie le centre-ville et sur les dents creuses, comme tu l'as bien expliqué. Éviter quand même d'avoir des lots très très petits. Des lots très très petits ou de faire des lotissements à l'infini qui font une ville dans la ville, comme je le répète depuis le début, quoi. Et l'enjeu il est pas là. Je pense que l'enjeu il est pas là. L'idée ce soir, c'est d'acter qu'on a eu un débat. Donc, je vous invite à débattre. Mais s'il n'y a pas de débat, c'est que vous avez tout bien compris et que vous êtes d'accord avec nos propositions et ce en quoi je vais vous proposer le vote. Eh bien, est-ce que le conseil municipal de ce soir acte la tenue d'un débat sur le PADB? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous passons aux chères questions diverses. Y en a-t-il? Merci. Juste un point sur quelques actualités du moment. Donc, le 9 octobre à 17h30, il y a la réunion publique sur la mutuelle communale. Donc, c'est Mutami qui a été choisi pour une mise en place au 1er janvier 2025. Donc, le 9 octobre, c'est un mercredi à 17h30 et suivra tous les jeudis des permanences de la mutuelle choisie pour que les personnes puissent venir échanger individuellement sur leur contrat avec l'organisme. Ensuite, là, on est actuellement dans la semaine bleue, donc il reste encore 2 jours. Demain, donc c'était concentré sur le sport cette année. Demain, c'est une balade qui part d'ici en passant par les chemins communaux jusqu'au lac de Valègue avec un repas en commun. Vendredi matin, en partenariat avec le pôle sport, la piscine est ouverte de 11h à 13h pour faire des essais aquagym, aquabike et nage libre. Et l'après-midi, en collaboration avec le 3e âge et la Calandreta, c'est un thé dansant gratuit. Voilà. Et juste, je ne sais pas si vous avez remarqué les photos qu'il y a là. Donc cet été, il y a eu des activités proposées en partenariat avec des Restos du Cœur. Donc des bénéficiaires des Restos du Cœur ont été initiés à la photographie argentique. Les prémices de la photographie sans objectif, je veux dire. Ça a été très intéressant. On a eu une démonstration lors du vernissage. Donc, vous avez cette exposition jusqu'au 13 octobre. Donc, sans objectif, ça veut dire que ça a été fait avec le procédé de sténopée. Le sténopée est une boîte noire avec un tout petit trou. Et avec une super technique, ça permet de prendre des photos. Et là, vous avez une exposition. Les personnes, il y a eu 7 personnes initiées. Et elles ont été ravies de leur mois d'août qui a été animé. Voilà. Merci Christelle. Bon, tu as bien écouté au vernissage. Au niveau du terrain d'honneur, l'éclairage, le nouvel éclairage est un service. Bon, il ne reste plus que les revêtements du sol à effectuer. Donc on en parle.
compléter effectivement Guy, vous savez qu'il y a eu sont prévus des gros travaux de réhabilitation du parc municipal des sports. Cet été a été changé le système d'irrigation qui était vieillissant et qui ne marchait pas très bien. Ont également été changées les mains courantes pour un budget de 70 000 euros. Et effectivement, donc la troisième partie des travaux prévus cette année, c'est le changement des mâts des pylônes électriques. On a eu quelques soucis de livraison de la part de l'entreprise qui a tardé un peu à livrer les mâts. Ça y est, donc ils sont posés. Donc comme je vous ai dit, effectivement, là c'est la période des derniers réglages. Donc ça devrait être opérationnel très rapidement. Et voilà, donc on aura un stade derrière un peu plus moderne. La dernière chose pour cette année, ce sera effectivement de refaire le sol, puisqu'il a été abîmé le sol avec les travaux, de refaire le sol devant les tribunes, devant la buvette. Comme ça, on espère pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. On va s'attaquer à ce chantier. Merci Thomas. Oui, c'est en cours. J'ai vu que c'était en cours. Je voudrais remercier au nom de toute l'équipe aussi, tant qu'on y est, l'association des commerçants qui a réorganisé plus de 10 ans après la rue piétonne ce week-end, et qui nous a permis, comme ça se faisait auparavant, de pouvoir nettoyer la rue et de faire nettoyer les réseaux. Et donc, bravo à eux, une très belle manifestation. D'autres interventions? Oui. Une information à tous les élus de Villefranche-de-Lauragais, les élus de Valdegue, les élus d'Avignonnet. Enfin, on arrive à la finalisation que l'on a travaillé depuis à l'époque Cap-Lauragais sur le chemin de randonnée de la tour du Télégraphe. La tour du Télégraphe qui se situe sur les coteaux en haut sur Avignonnet. Donc, il va y avoir l'inauguration qui se fera le 19 octobre. Le rassemblement sera à la gare et il y aura une marche qui se fera jusqu'au lac de Valdegue. Il y aura notre totem, on partira du totem de la gare et on ira au totem de Valdegue. Pour ceux qui veulent continuer, après-midi, il y aura un petit repas qui sera organisé par la mairie de Valdegue. Et après, ceux qui veulent continuer le chemin de randonnée, ils continueront, et ceux qui veulent rentrer seront ramenés à Villefranche. Voilà. Donc, à force, c'est vrai que on en a parlé. Et à Villefranche, à la gare, c'est à partir de 9h, parce qu'il y aura une inauguration avec la présidente des chemins de randonnée, il y aura le conseil départemental, enfin bon, il y aura des invitations qui seront faites, et aussi des invitations qui seront faites à la presse. Et voilà. Pourquoi on n'a pas voulu l'ouvrir directement, complètement à tout le monde, à tous ces 3 communes? C'est au départ, c'est l'innovation, et après, bien sûr, on fera un peu plus, tout en sachant qu'on espère qu'il y aura des clubs de randonnée qui se monteront sur la commune ou sur la commune à côté. Il y en a déjà sur Avignonnet, je pense. À Valdegue, il n'y en a pas. Mais bon, on arrive à la finalisation de ce que on peut avoir aujourd'hui sur le secteur centre qu'on appelle par rapport à la communauté de communes. Vous savez qu'il n'y a pas de chemin de randonnée sur le secteur centre, alors que sur le secteur sud, il y en a. Sur le secteur nord, il y en avait. C'est des compétences qui étaient assurées à l'époque et aussi financées par Terre de Lauragais. Nous, on n'a pas bénéficié de ça. Par contre, on a bénéficié de toute l'ingénierie de Terre de Lauragais qui nous a donné, nous a aussi donné un coup de main pour arriver à le finaliser, et aussi, bien sûr, l'aide de subvention, puisque le conseil départemental aussi nous a financé aussi ce projet. Voilà. Merci Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres débats? Non? Du coup, je vais clôturer la séance.